Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous commençons ce journal avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement chinois. Les législateurs ont adopté toute une série de lois du pays à la fin de la longue semaine de la session bimensuelle qui se tient à Beijing. Parmi les lois adoptées par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, on retrouve la première loi antiterroriste de la Chine. La loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Le passage de la législation spéciale antiterroriste se base sur le corpus de lois actuelles. L'adoption d'une telle loi est une réponse aux besoins dans la lutte contre le terrorisme et rappelle la responsabilité de la Chine au sein de la communauté internationale. La loi adoptée apportera un support légal et des garanties pour le pays dans la lutte contre les activités terroristes, dans le maintien de la sécurité publique au niveau national et dans la sécurité des biens des citoyens. La loi renforcera enfin la coopération antiterroriste au sein de la communauté internationale. La série de lois établit les principes de base des opérations de lutte antiterroriste, tout en renforçant les mesures de prévention, les systèmes de traitement et de sanctions, ainsi que la coopération internationale. Hanoi Heching a indiqué que la nouvelle loi était une réponse à la menace terroriste grandissante en Chine et partout dans le monde. Il a par ailleurs rappelé qu'il était désormais essentiel de lutter contre le terrorisme à l'intérieur du pays, tout en apportant une aide au maintien de la sécurité globale. Les autorités ont également précisé que les informations partagées par les entreprises technologiques avec le gouvernement durant les enquêtes antiterroristes n'iront jamais à l'encontre des intérêts commerciaux, ni n'empiéteront sur les droits de l'homme. Ces nouvelles mesures législatives n'affecteront pas le cours normal de l'exploitation des entreprises. Et nous n'utiliserons jamais ces lois pour mettre en place des moyens détournés qui violeront les droits de propriété intellectuelle des entreprises concernées. Nous rappelons que ces lois ne limiteront pas non plus la liberté d'expression sur Internet, ni les croyances religieuses des citoyens. Et outre la loi antiterrorisme, les députés chinois ont également adopté dimanche une décision historique permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants. La loi révisée entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016. Il s'agit d'une révolution majeure de la politique chinoise de planning familial. La première version du texte à l'étude établit que les couples ayant 2 enfants pourraient bénéficier d'un congé de maternité plus long. Certains couples pourraient même avoir plus de 2 enfants s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Mais la question reste de savoir si la politique des 2 enfants pourrait s'appliquer aux familles à enfants uniques. Le professeur Teng Gongcheng étudie le système de sécurité sociale chinois et les politiques de planning familial depuis de nombreuses années. Il estime que cette nouvelle réglementation peut aider la Chine à résoudre son problème de population vieillissante. Mais cela ne devrait être qu'un début, car selon lui, d'autres mesures seront bientôt nécessaires. Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de mesures qui soulageraient les parents de la pression qui accompagne la venue d'un enfant. C'est le cas en particulier pour les générations post-années 80 et 90, dont l'envie de fonder une famille est plutôt faible. Nous devrions fournir plus de subventions et de soutien via notre système social. La loi actuelle prévoit que les couples mariés tardivement et ayant attendu pour avoir des enfants se voient accorder des congés de maternité et de mariage allongés. Un autre article prévoit que ceux ayant choisi de n'avoir qu'un enfant reçoivent des aides sociales. Ces dispositions ont été supprimées dans le nouveau texte. Toutefois, celui-ci n'affectera pas les prestations sociales perçues par les générations précédentes qui ont appliqué l'ancienne loi de planning familial. Il en va des parents d'un enfant unique ou des parents dont l'enfant unique est né handicapé ou est décédé. Les législateurs veillent à la cohérence des régimes établis par les 2 textes. Nous souhaitons opérer une transition douce entre la politique de l'enfant unique et la nouvelle loi. Par exemple, les subventions aux familles ayant un enfant unique doivent continuer d'être perçues et nous devons leur apporter plus d'assistance. Les experts estiment que la politique autorisant la venue d'un second enfant affectera environ 100 millions de familles à travers tout le pays. Ce changement permettrait d'ajouter 30 millions de personnes à la population active d'ici 2050 et de faire baisser la proportion de la population âgée en Chine de 2%. Les législateurs en appellent à plus de coordination afin de suivre cette nouvelle politique de planning familial.
Les députés ont également adopté la première loi de la Chine sur les violences domestiques, un tournant qui va désormais placer les victimes de ces abus sous protection. La loi entrera en vigueur en mars prochain. La violence domestique est définie comme une blessure physique, psychologique ou autre infligée par des membres de la même famille à l'aide de coups, de restrictions ou de limites imposées à la liberté physique, ainsi que via des invectives récurrentes et des menaces verbales. Selon la nouvelle loi, les victimes d'abus et les personnes en danger immédiat peuvent déposer une demande de protection personnelle, sur laquelle le tribunal doit se prononcer dans un délai de 72 heures. La loi s'applique également aux personnes vivant en cohabitation, c'est-à-dire les personnes étant pas liées mais habitant ensemble. La nouvelle loi clarifie les responsabilités des différents groupes, gouvernements, institutions locales, écoles et établissements médicaux. Les départements du gouvernement, l'institution judiciaire et les associations de femmes vont organiser des formations sur le sujet et travailler sur les statistiques de violences domestiques. L'établissement de lois contre les violences domestiques ne vise pas à briser les familles, mais à les protéger. Sur la base de tels objectifs législatifs, la prévention est plus importante que le reste. La loi peut clarifier le rôle de tous les acteurs. Politique toujours, les candidats à l'élection du prochain dirigeant taïwanais ont participé dimanche à leur premier débat télévisé. Eric Chu, issu du Kuomintang, Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique et James Soong du Parti pour le peuple ont exposé leur vue politique sur les sujets les plus importants. Au cours des dernières années, les relations entre les trois se sont constamment développées. Nous avons nettement amélioré la situation qui a évolué de l'hostilité de l'ancienne génération à l'état actuel de paix et de stabilité. Je promets de porter les relations entre les trois au stade de coopération et de bénéfices mutuels. Je pense que Taïwan va étendre son rôle international si nous suivons les principes de confiance mutuelle, de respect et du consensus de 1992. J'ai participé à des négociations commerciales au niveau mondial, à la résolution des questions transdétroits complexes, ainsi qu'au renouveau de mon parti. Chaque fois, j'ai trouvé une solution au problème. Maintenant, mon équipe est prête. Les trois candidats ont également débattu de leurs politiques sociales et économiques. Chu a l'intention d'augmenter le salaire minimum et de réduire le fossé qui sépare les classes aisées des classes les plus démunies. Tsai a promis de soutenir les gens ordinaires de Taïwan. Soong, qui a prononcé son premier discours, a déclaré que son but était de rendre la croissance économique de Taïwan plus dynamique que celle de la Corée du Sud ou de Singapour. Le second tour de débat télévisé se tiendra le 2 janvier. En plus d'un nouveau dirigeant, les Taïwanais éliront également de nouveaux législateurs. Les deux scrutins auront lieu le 16 janvier. Nous passons maintenant à la crise au Moyen-Orient. Selon certaines informations, les forces gouvernementales irakiennes ont remporté une victoire importante contre les djihadistes du groupe État islamique en reprenant la quasi-totalité de la ville de Ramadi, un mois après le lancement de la contre-offensive. Un porte-parole des troupes d'élite antiterroristes irakiennes a déclaré que les combattants du groupe État islamique avaient fui la capitale provinciale où ils avaient pris position depuis plus d'un an. Les soldats sont actuellement en pleine opération de déminage des zones piégées, les mines étant disséminées à travers toute la ville. La dernière phase de l'offensive pour la reprise de Ramadi avait commencé jeudi dernier avec l'avancée progressive des forces gouvernementales, soutenues par les frappes aériennes américaines. L'offensive avait commencé au début du mois de décembre, au moment où l'armée irakienne avait réussi à repousser le groupe État islamique vers la banlieue lointaine de Ramadi. La mission de reprise de la partie urbaine de la ville a quant à elle été lancée le 22 décembre dernier. Et malgré la défense désespérée des djihadistes, les troupes d'élite antiterroristes irakiennes ont progressivement réalisé des percées significatives avec l'aide des frappes aériennes américaines. Celles-ci ont permis de faire exploser, avant le passage des troupes sur le terrain, les charges explosives disséminées un peu partout à l'intérieur de la ville par les djihadistes. La reprise de Ramadi a une signification symbolique. La capitale provinciale de la vallée fertile de l'Euphrate est à seulement 2 heures de voiture à l'ouest de Bagdad. La ville est également un point de passage stratégique sur la route faisant la jonction entre Bagdad, la Syrie et la Jordanie. Ramadi est par ailleurs l'une des 3 aires identifiées comme le cœur des 3 principaux objectifs
de l'armée américaine dans le combat contre le groupe État islamique. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, avait présenté le plan de reprise devant le Congrès au mois d'octobre dernier. Les deux autres R sont les raids menés par les forces d'opération spéciales et Raqqa, la capitale de facto du groupe extrémiste en Syrie. La prise de Ramadi au mois de mai avait été considérée comme une perte désastreuse. Depuis le début du mois de novembre dernier, au moment du lancement de l'opération spéciale pour la reprise de Ramadi, la coalition n'avait réussi que de très faibles percées. La BBC avait déclaré que la raison principale de la progression limitée était due à la décision du gouvernement qui avait choisi de ne pas utiliser la puissante force paramilitaire chiite afin d'éviter la montée des tensions entre les différentes communautés du pays. Mais pour le moment, un porte-parole de la coalition a déclaré que cette dernière était sur le point de reprendre Ramadi, doucement mais sûrement, faisant d'une reprise totale de la ville une réalité imminente. Si la coalition reprend le contrôle total de Ramadi, il s'agira alors d'un tournant majeur pour les forces armées irakiennes, alors que le groupe État islamique était présent sur près du tiers du territoire irakien en 2014. En Afrique, l'armée de l'air égyptienne va acquérir des systèmes de défense antimissiles russes dans le cadre de la politique de montée en gamme de ses capacités militaires. Celle-ci est menée depuis l'accession au pouvoir du président Al-Sisi. Le système de défense russe est inclus dans un contrat de 5 milliards de dollars de matériel militaire signé cette année. L'Égypte combat des groupes affiliés à Daesh dans le nord du Sinaï et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi estime que c'est toute la région qui est en danger. Les éléments dans le Sinaï sont des extrémistes djihadistes tels que Ansar Bayt al-Maqdis. Nous les combattons dans le Sinaï et nous faisons cela bien. Depuis plus de 2 ans, j'avertis que la région glisse dans les dangers de l'extrémisme et du terrorisme. Cela n'était pas évident pour beaucoup de gens à l'époque et personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Depuis sa prise de fonction en 2013, Al-Sisi a modifié les relations militaires de l'Égypte. Certains pays, après la révolution du 30 juin, ont tenté de réduire les pouvoirs de l'Égypte en interdisant à l'Égypte de recevoir des armes. L'Égypte a donc diversifié ses sources plutôt que de dépendre d'un État, de l'Occident, qui peut contrôler ou refuser les ventes d'armes à l'Égypte. L'Égypte a un budget de la défense très élevé, qui va au-delà de la simple lutte contre le terrorisme au Sinaï. Si nous regardons au Moyen-Orient, nous nous apercevons que c'est bien le conflit et des menaces venant de plusieurs zones stratégiques. Et il y a des terroristes non seulement dans le Sinaï, mais également dans les frontières ouest de la Libye. Ils ont le groupe État islamique ici. Et il existe des menaces venant de plusieurs autres pays de la région, autour de nous également. Après que des tireurs et des kamikazes ont tué 130 personnes lors des attaques du 13 novembre à Paris, une controverse fait maintenant rage en France. Elle concerne le plan du gouvernement français de déchoir de leur nationalité française les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme. Cette décision pourrait avoir un impact sur de nombreux citoyens originaires d'Afrique de l'Ouest possédant la double nationalité. Des Sénégalais nous ont donné leur avis sur cette nouvelle mesure. La France se souvienne. En 1914, lorsqu'il fallait venir en Afrique et prendre des tirailleurs sénégalais, solliciter même les tirailleurs sénégalais, que la France se souvienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions là-bas à défendre la Marianne. Je pense qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de ces Africains. Ici en Afrique, nous accueillons cette décision impopulaire et nous disons non à la France, et nous disons non à la France, et nous disons non à la Marianne. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et je crois que on va les suivre et voir ce que ça, en fait sera la suite. C'est une mesure qui n'est pas du tout admissible. Dans la mesure où ce sont des gens qui sont, la plupart d'entre eux sont nés en France ou bien ce sont des enfants immigrés. Donc ils ont acquis la nationalité française. Actuellement, on ne peut pas leur interdire, on ne peut pas leur retirer cette nationalité sous prétexte qu'on est en train de combattre le terrorisme. C'est une question qui ne peut pas du tout régler le terrorisme, mais ça entraînera une radicalisation, mais aussi une rancune et une rancœur. Pour moi, la décision, ce n'est pas normal, c'est une fausse décision. La France, il aurait pensé avant de prendre cette décision-là, parce que c'est grâce aux Africains, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens et tous les Africains, grâce à eux, que la France a été libérée. Et c'est grâce à eux que la France a été reconstruite après la guerre du monde. La guerre mondiale. Pour moi, c'est une fausse décision. Ça va nouer les relations entre France et l'Afrique, toute l'Afrique, sans exception.
Une récente décision prise par les autorités américaines pour protéger les lions africains en les plaçant sur la liste des espèces animales en danger a suscité un optimisme prudent de la part des défenseurs de la nature en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette loi, les chasseurs américains ramenant chez eux leurs trophées de chasse auront besoin d'un permis qui ne sera délivré que si la chasse fait partie d'une stratégie de conservation. Cette mesure vise à mettre fin à la chasse aux lions. Le secteur sud-africain de la chasse aux lions est dans le collimateur du gouvernement américain qui a fait adopter de nouvelles législations plaçant les lions africains sur la liste des espèces en danger. Cette loi interdit l'importation de trophées de lions aux États-Unis, ce qui pourrait potentiellement étouffer le marché sud-africain de la chasse aux lions en enclos, qui voit de riches chasseurs américains payer jusqu'à 75 000 $ pour pouvoir tuer un lion. Cette décision a été saluée avec un optimisme prudent. C'est un bon geste vraiment, mais il reste à voir si cela va véritablement fonctionner. C'est une législation très large, elle protège les lions d'une région spécifique et a certaines règles. Mais elle peut être tordue, détournée, et c'est cela qui nous inquiète. On compte plus de 8 000 lions élevés en captivité dans 200 installations de chasse en enclos en Afrique du Sud, attendant le même destin funeste que Cécile le lion. Mais bien que la législation décourage efficacement les riches chasseurs américains de prendre part à des chasses locales aux lions dans des enclos, la législation sud-africaine a elle aussi également besoin d'être en adéquation afin de lutter contre ce problème. Il y a de possibles failles dans le document qui peuvent être exploitées et c'est cela qui nous inquiète, comme l'élevage des lions pour la chasse en enclos. C'est une bonne chose que cela s'arrête et les personnes compétentes et les gouvernements responsables devront agir de manière efficace. Il existe un authentique consensus autour du fait que les jours de la chasse aux lions en enclos sont comptés. Une chasse condamnée par l'opinion publique. La nouvelle législation fait partie d'un mouvement plus large pour rendre une fois pour toutes cette pratique inhumaine hors la loi. Et retour en Chine pour terminer. Lors de la première demi-journée du festival de pêche sur glace dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, les pêcheurs ont rapporté une prise exceptionnelle. Il est estimé que 25 000 kilos de poissons ont été pêchés dans le lac gelé, dans l'un des 4 grands filets. La première prise du jour pesait 17 kilos. Les pêcheurs, durant les 40 jours du festival, recherchent les plus gros poissons ou le roi du poisson parce qu'il incarnerait la bonne fortune. Il sera ensuite vendu aux enchères, comme le veut la tradition. La pêche sur glace au lac Chagan est une tradition qui remonte à peu près 1000 ans pour ces tribus de pêcheurs. Le fameux festival de pêche hivernale au lac Chagan est actuellement en cours dans le Jilin. Il attire chaque année des milliers de touristes qui affluent dans la région. Le gérant d'un restaurant local, Jiang Limin, a un nouvel aquarium où les poissons frais seront exposés durant les fêtes du Nouvel An. Les poissons frais sont vendus à un meilleur prix que les poissons surgelés. Le lac Chagan bénéficie d'une notoriété grandissante. Chaque année, il attire des milliers de touristes. Les poissons sont réputés pour être tendres, gras mais non huileux. Leur goût est unique et les clients en redemandent toujours plus. Ici, on sent le changement du pôle économique et maison rénovée aux personnes qui débordent de positivité. Chaque année, de fin décembre jusqu'au festival du printemps, se déroule une pêche sur glace de grande envergure au lac Chagan. Les cultures de pêche et de chasse sont restées vivantes au fil des siècles et ont apporté quelque chose d'unique à cette région. Les routes ont été élargies, les villages autour du lac sont plus accessibles. Je pense que la pêche n'est pas la seule activité qui attire les visiteurs au lac Chagan, mais aussi l'histoire et la culture locale. L'hiver dernier, plus de 100 millions de yuans ont été dépensés par les touristes dans la région du lac Chagan et on s'attend à ce que ce chiffre augmente cet hiver. C'est ainsi que se termine ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques minutes pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.